Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce matin pour un nouveau webinaire d'opération immobilière et moniteur juris sur la dérogation pour destruction des espèces protégées. Il sera animé par Olivier Bonneau et Laura Descubes du cabinet Rivière Avocat, que je remercie pour leur engagement. Ce webinaire fait suite à un article publié dans un numéro d'opération immobilière sur le sujet que vous pouvez retrouver dans votre espace abonné sur le site du moniteur. Avant de leur passer la parole, je vais juste vous montrer la marche à suivre pour poser des questions, puisque c'est une conférence qui est interactive. Vous pouvez poser des questions qui seront traitées en fin de conférence. Donc, il suffit de cliquer sur la petite flèche orange, excusez-moi, saisir votre question, de la valider et elles seront traitées en fin de conférence. Voici, je vous laisse la parole. Merci infiniment Anne-Charlotte. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Bonneau, je suis avocat associé, gérant chez Rivière Avocat Associés. Nous sommes un cabinet. D'abord, je vais vous dire qui je suis. Je suis accompagné de mon associé Laura Descubes, spécialiste en droit de l'énergie et de l'environnement. Nous sommes un cabinet qui travaille essentiellement, si ce n'est exclusivement pour les porteurs de projets. Et nous sommes dans une équipe de 15 avocats au sein d'un cabinet de 60 personnes spécialisées dans les opérations immobilières. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup la revue Opérations immobilières et travailler avec elle. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème incontournable. Je pense que vous l'avez à l'écran. Et le choix qu'on a fait, c'était de montrer que ce thème nous occupe depuis de nombreuses années et on a beaucoup collaboré avec la revue Opération Immobilière pour en faire un dossier d'abord pour sensibiliser les acteurs de l'immobilier aux défis que posait la dérogation anti-espèces protégées pour les projets immobiliers, alors que initialement cette autorisation concernait plutôt les grands projets d'aménagement. On va y revenir d'ailleurs en parlant de l'autoroute A69. Et récemment, le Conseil d'État en 2022, en fin d'année 2022, est venu poser un filtre sur lequel on va revenir également tout à l'heure, pour bien comprendre le champ d'application de la DDEP. Et malgré tout, pourquoi on se parle aujourd'hui? Parce que cette DDEP n'a pas fini de faire couler des lignes, de l'encre dans la presse, que ce soit régionale, nationale ou spécialisée. Je pense à la presse juridique pour le coup. Elle n'a pas fini de faire couler de l'encre parce que d'une part, on a une activité jurisprudentielle extrêmement fournie au quotidien devant les juridictions du fond, que ce soit d'ailleurs devant les juridictions administratives ou civiles, voire pénales. On y viendra de manière assez subreptice à la fin de notre exposé avec Laura. Et puis, il y a déjà des questions qui arrivent sur la loi DADU. Oui, tout récemment, il y a quelques jours, la loi DADU est sortie avec à l'intérieur des dispositions concernant les dérogations espèces protégées. Nous allons en parler bien évidemment, et ce sera un point important et un point sensible, puisque de notre point de vue, les exigences ne vont pas en s'amoindrissant à travers cette nouvelle disposition législative. On parlera aussi peut-être, c'est un sujet du matin, si ça intéresse le public, de la validation législative qui est envisagée par certains députés et sénateurs au sujet de l'A69 pour déclarer cette autoroute d'intérêt public majeur par la loi. On a quelques doutes au cabinet sur le caractère opérant de cette pratique, au-delà de la difficulté évidemment majeure de remettre en cause les idées juridictionnelles. Alors, on entend du son derrière quelqu'un. Je vais chercher les snowballs. Attends, Il y a le son chez vous, excusez-moi. Oui, voilà. Oui, donc voilà, voilà pour brosser un tout petit peu l'introduction de ce thème incontournable. Et je laisse d'ores et déjà la parole à Laura pour son coupé. Dans le fond du sujet. Parfait. Alors, en effet, l'environnement, c'est vraiment la donnée d'entrée incontournable des projets. Et il y a beaucoup de sujets en droit de l'environnement, comme les sols pollués, la gestion de l'eau, la pollution de l'air. Et aujourd'hui, on se parle donc de la protection des espèces protégées. Alors,
on va le dire rapidement, mais on sait que l'exercice premier aujourd'hui d'un opérateur immobilier, ça va être d'essayer d'identifier un foncier qui n'est pas concerné par le régime très restrictif de la dérogation espèces protégées. C'est de plus en plus difficile, dans le sens où les fonciers à enjeux faibles du point de vue de la biodiversité se font de plus en plus rares, et où les politiques publiques qui encouragent les friches ne sont pas synonymes d'absence d'enjeux de biodiversité, bien au contraire, puisqu'on sait que sur ces fonciers très spécifiques, la nature a tendance à reprendre particulièrement ses droits. Oui, et puis peut-être que dans l'exercice de prospection foncière, y compris dans le tissu urbain existant, puisque c'est la nouvelle donnée, la nouvelle donne pour les opérateurs immobiliers de travailler sur le domaine urbain constitué. Parfois, des terrains qui ont l'air inoffensifs d'un point de vue espèces protégées le sont, sont offensifs, pardon, dans le sens où un terrain laissé à l'abandon peut, d'un point de vue végétal ou animal, laisser s'installer des espèces qui sont protégées, alors même que ces sites sont ciblés comme des cibles prioritaires pour réurbaniser, retravailler la ville sur elle-même. C'est un vrai sujet délicat sur lequel nous essayons de travailler avec les instances nationales de promoteurs, d'aménageurs pour faire évoluer les textes. Bon, ceci étant dit, il faut quand même faire avec les textes applicables actuellement et le lien est tout trouvé avec la nouvelle loi d'ADU qui vient ajouter un nouvel article au Code de l'environnement. Effectivement, donc on va commencer par le renforcement du régime des dérogations espèces protégées par cette très récente loi de transposition du droit de l'Union européenne, donc du 30 avril 2025. Puis on fera le tour de certaines actualités jurisprudentielles qui nous semblent importantes pour la matière. Alors, on sait que la question de l'obtention d'une dérogation espèces protégées, elle a été tranchée par l'avis du Conseil d'État du 9 décembre 2022, qu'on avait à l'époque amplement commenté, et elle se pose, on le sait, dès lors qu'il y a des spécimens d'espèces protégées qui sont présents dans la zone du projet, indépendamment du nombre de spécimens et indépendamment de leur état de conservation. Cette condition-là, elle a été codifiée par la loi d'ADU du 30 avril 2025, par son article 23, au sein du Code de l'environnement. On a donc un nouvel article, qui est l'article L411-2-1 du Code de l'environnement, qui vient codifier les critères de non-déclenchement ou de déclenchement de l'obligation d'avoir une dérogation espèces protégées pour la réalisation d'un projet. Donc, ces critères-là, ces conditions-là, on va les énoncer. La dérogation n'est pas requise, dérogation espèces protégées n'est pas requise lorsque le projet répond à deux conditions qui sont des conditions cumulatives. La première, celle de l'avis posée par l'avis du Conseil d'État, c'est que le projet comporte des mesures d'évitement et de réduction qui présentent des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces au point que ce risque apparaisse comme non suffisamment caractérisé. C'est la première condition. La deuxième condition pour qu'une dérogation ne soit pas requise, c'est que le projet doit intégrer un dispositif de suivi qui va permettre d'évaluer l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction qu'on vient d'évoquer et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire pour garantir l'absence d'incidences négatives importantes sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées. Alors, petit temps mort. Pour mettre en valeur ce propos. Donc, on se retrouve ici dans ces nouveautés, des choses classiques. D'une part, l'avis du Conseil d'État de décembre 2022 avait déjà introduit et clarifié, fort heureusement d'ailleurs, le champ d'application de la DDEP et l'exercice que nous, on conseille au cabinet, en tout cas pour nos clients, c'est d'éviter ce champ d'application en arrivant à trouver des fonciers qui permettent d'éviter et de réduire pour ne pas compenser. Il faut le dire clairement, on parle de la fameuse séquence éviter, réduire, compenser. Et donc, l'avis du Conseil d'État avait décrit très clairement ce cadre et c'est une transposition extrêmement fidèle de ce qu'a dit le Conseil d'État en 2022 que vous avez dans la loi aujourd'hui à l'article L411-2-1, alinéa 1er. À l'alinéa 2, la nouveauté qui vient renforcer le niveau de contrôle existe déjà également. C'est finalement le contrôle de l'effectivité des mesures prises
pour diminuer les risques vis-à-vis des espèces. De la même manière, ce contrôle de l'effectivité vient cerner, définir, contraindre le champ d'application de la DDEP. Et si les mesures ne sont pas effectives, eh bien on bascule dans le régime de la DDEP. Régime entre guillemets sanction, puisqu'il est très très sévère. On reviendra sur les 3 conditions d'obtention d'une DDEP juste après. Mais voilà, peut-être voulez-vous ajouter quelque chose de fondamental sur le texte de loi, mais je pense qu'on va pouvoir basculer assez rapidement sur l'effectivité dans la jurisprudence, puisqu'on a beaucoup de cas récents qui ont été intéressants à consulter pour montrer à quel point, au-delà des questions de champ d'application et de découverte de la DDEP, aujourd'hui on rentre dans le dur avec des DREAL extrêmement demandeuses. Les DREAL, c'est donc les services instructeurs côté environnemental sur les DDEP, extrêmement demandeuses sur le contrôle de l'effectivité des mesures, qui permettent de dire que l'on n'est pas en champ d'application des DDEP. Ouais, vous voyez donc le contrôle se renforce et les juridictions ont eu à se prononcer, et je laisse Laura en parler. Merci. La notion, en effet, d'effectivité est difficile à cerner, mais ça y est, on commence à avoir des exemples. L'effectivité, c'est la façon dans les dossiers dont on va justifier que les mesures d'évitement et de réduction vont effectivement permettre de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. Et ipso facto, de ne pas être soumis à la dérogation espèces protégées, avec ces critères reconnus. Et pour démontrer qu'on n'est pas soumis à dérogation espèces protégées, les services instructeurs ont des standards très élevés, puisqu'ils ont aujourd'hui besoin de preuves, finalement, que les mesures d'évitement et de réduction fonctionnent. Et qu'elles ne sont pas juste une promesse, en quelque sorte, sur un papier. Pour certains types de projets, l'administration va carrément demander des retours d'expérience sur des projets avec des mesures identiques, sur des projets similaires, pour permettre une analogie, avec parfois des demandes de données de plus en plus quantitatives, objectives, chiffrées. Ce qui veut dire aussi que les terminologies usuelles qu'on retrouve dans les études d'impact ou dans les études environnementales qui viennent essayer de démontrer qu'une dérogation n'est pas requise, comme risque faible, risque nul, risque négligeable, ne suffisent plus du tout à convaincre l'administration. En face de ces terminologies, il faut des preuves. Alors, on va prendre quelques exemples. On a mis les références ici sur le slide. Vous pourrez aller les consulter. La première, il s'agissait de la création d'une zone d'activité par une communauté de communes. Et ce qui est intéressant dans ce jugement du tribunal administratif de Besançon, c'est de voir que le juge regarde toutes les actions combinées, donc toutes les mesures d'évitement et de réduction qui sont proposées par la maîtrise d'ouvrage, sachant que c'était des mesures d'évitement et de réduction qui avaient été à l'origine proposées par le bureau d'études environnementales au regard des caractéristiques du projet et de ses impacts sur les milieux. Toutes les actions combinées étaient les suivantes. On avait une réduction de l'emprise du chantier, on avait la préservation d'un corridor de déplacement de 6 mètres quand même entre la clôture et le pied des arbres. On avait un balisage pour délimiter les espaces de chantier sur les zones à l'enjeu, une adaptation de la période de travaux en fonction de la sensibilité des espèces et de leurs activités. On avait la plantation de différents arbres, de différentes haies, de plusieurs hauteurs, de plusieurs essences, de plusieurs fonctionnalités favorables à ces espèces. On avait un aménagement écologique des bassins d'infiltration des eaux pluviales et on avait la limitation des éclairages en phase d'exploitation pour réduire l'impact sur les espèces animales. Donc là, le juge considère qu'il y a l'effectivité des mesures d'évitement et de réduction qui est démontrée et qui permettent de réduire le risque au maximum, de sorte qu'une dérogation n'était pas requise. Voilà, les mesures ici sont adéquates, nous dit le tribunal administratif. Un autre exemple de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, cette fois, c'était un U-Express avec une station-service et une station de lavage. Ici, c'est intéressant parce qu'il y avait une dérogation espèce protégée qui avait été délivrée, mais finalement, elle est considérée comme superfétatoire compte tenu des mesures d'évitement et de réduction qui avaient été mises en place. On retrouve le balisage en amont du chantier. Le en amont est important puisque le juge contrôle quand même le calendrier et la temporalité des mesures pour vérifier que les mesures finalement arrivent à un moment où elles sont efficaces. On avait la préservation d'une zone à orchidées qui était exclue avec un enclos de protection en présence d'un écologue et puis un calendrier de travaux pour éviter toutes les périodes sensibles pour les espèces animales et puis un abattage également des arbres à une période la moins sensible.
vous le voyez, peut-être un tout petit break avant d'entrer sur les autres décisions. Le contrôle est extrêmement profond et approfondi par le juge administratif. Il ne se suffit pas des déclarations du pétitionnaire et éventuellement de l'acceptation de l'ADREAL. Il vérifie vraiment de manière assez approfondie que les espèces qui sont concernées sont protégées et ne sont pas encore concernées par une demande de DDEP, puisqu'on n'a pas besoin de compenser des destructions. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, pas plus tard encore qu'hier, mais dans la pratique quotidienne, on se rend compte que les DREAL sont extrêmement sourcilleuses avec les bureaux d'études, d'une part, mais que quand on soumet des projets à avis du CNPN, voire du CRSPN, donc les instances nationales, et là c'est quand on est soumis à la DDEP, bien sûr, on se rend compte aussi d'un niveau de critique assez élevé des bureaux d'études. Donc vous avez pétitionnaire ou vous, bureau d'études, si vous nous écoutez, aujourd'hui, vous devez le sentir, un renforcement considérable des exigences des différentes instances environnementales qui s'appliquent et qui donc, s'il en était besoin, démontrent non pas un durcissement, mais une exigence extrêmement forte sur la thématique de l'effectivité, puisque c'est de ça qu'on en parle aujourd'hui. Un contre-exemple peut-être d'un cas dans lequel l'effectivité n'a pas été reconnue. Il s'agissait d'un projet de lotissement quand même de 35 000 m² de surface planchée, avec 48 lots et 5 macro-lots, pour lequel le juge considère que ce projet ne présente pas les garanties d'effectivité, des mesures de réduction d'évitement qui sont nécessaires. Alors en l'occurrence, il y avait une mesure d'évitement par rapport à la surface d'un habitat d'espèce, mais qui n'était pas suffisante d'après le juge, dès lors que finalement la surface de l'habitat était trop réduite, était trop faible pour considérer que la mesure d'évitement présentait des garanties d'effectivité pour l'espèce qui venait au niveau de cet habitat. Et également, on revient sur la temporalité des mesures. Il y avait une mesure d'évitement sur le maintien des arbres à propriété favorable pour les chiroptères, donc les arbres à cavité souvent. Et en fait, le juge relève que cette mesure d'évitement tombe tout simplement dès lors que le défrichement a d'ores et déjà eu lieu. Bon. Donc, il faut aussi faire attention lorsqu'on a des différentes autorisations qui sont imbriquées, pas forcément du point de vue de la légalité, mais du point de vue de la mise en œuvre de toutes ces autorisations, finalement d'être cohérent dans les mesures qu'on vient proposer pour la protection de la biodiversité. Ce qui est aussi intéressant dans ce jugement, qui est du tribunal administratif de Marseille, c'est que le juge considère que la mesure sur l'inscription au cahier des charges des lotissements est finalement assez relative et que ça ne garantit pas forcément l'effectivité des mesures qu'on va mettre en place que d'intégrer ces mesures dans le cahier des charges des lotissements pour les futurs co-lotis. Et puis bon, enfin, beaucoup d'exemples, vous vous en doutez, dans l'éolien. Là, ce sont plus les nouvelles technologies comme les systèmes de détection automatique de la vie faune qui font débat devant les juridictions administratives. Certaines juridictions vont considérer que ces technologies ont fait leurs preuves et d'autres vont considérer que beaucoup moins et que les garanties d'effectivité de ces mesures de réduction ne sont pas suffisantes. Les technologies continuent d'évoluer, donc c'est intéressant d'avoir les retours d'expérience sur lesquels, en éolien particulièrement, le juge se fonde en regardant les rapports de mortalité et d'activité des espèces finalement sur les activités par le voisin. Voilà pour les exemples sur l'effectivité. On a sélectionné quelques-uns, mais on voit bien qu'en fonction des projets, des caractéristiques, des secteurs, des espèces, c'est très différent. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir une bonne collaboration entre le porteur de projet, son bureau d'études, le cabinet d'avocats, pour arriver à avoir un message extrêmement cohérent en ce qui concerne l'effectivité de ces mesures. Il pourra donc être dispensé d'entrer dans le champ d'application de la DDEP avec les conséquences de droit que l'on va relater juste après. J'ajoute, pour terminer avec l'effectivité, et c'est un rappel par rapport à ce qu'on a déjà dit, que cette effectivité intègre maintenant le code en partie législative et que donc on vient finalement galvaniser le contrôle de l'effectivité qui existait déjà dans la méthodologie des
des bureaux d'études, bien évidemment, des DREAL et, le cas échéant, du CNPN lorsqu'on a des débats de champ d'application. Voilà pour l'effectivité. Oui, sur l'effectivité, le fait d'avoir ce fondement textuel de l'obligation de mettre en place un dispositif de suivi pour évaluer les mesures et donc ne pas être soumis à dérogation espèces protégées, ça veut dire concrètement un coût important, puisque suivre la mise en place de mesures, peut-être en phase chantier, mais aussi sur toutes les années qui vont suivre, ça a un coût et l'administration va finalement contrôler que ce dispositif de suivi va bien être un suivi des faits avec un écologue, voilà, avec les institutions qui vont contrôler les mesures. Si certains veulent des exemples, peut-être que les questions peuvent être posées et on pourra parler d'un cas intéressant qui nous est soumis sur l'effectivité de mesure avec un programme de logements sociaux important qui est bloqué depuis 3 ans à cause d'un sujet de cette nature. Je pourrais en dire 2 mots en fin de visio, de webinaire. On va pouvoir revenir maintenant sur les conditions de délivrance de la dérogation espèces protégées, puisque là, on a vu la façon dont les opérateurs pouvaient ne pas entrer dans le régime restrictif de la dérogation espèces protégées, mais lorsque, malgré tout, une dérogation espèces protégées est requise parce que les mesures d'évitement de réduction ne permettent pas suffisamment de réduire le risque pour les espèces, et bien là, c'est tout aussi compliqué. Oui, c'est bien plus compliqué. Et c'est bien plus compliqué. Alors, on peut basculer sur la prochaine diapo. Ouais. Est-ce que je reviens sur les 3 conditions brièvement peut-être? Oui, allez-y. Les 3 conditions, on va les rappeler, même si on en entend beaucoup parler ces dernières années. La première condition, c'est que le projet doit répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. La deuxième condition, c'est qu'il ne doit pas exister d'autres solutions satisfaisantes pour la réalisation du projet. Et la troisième condition, c'est que le projet doit permettre le maintien des espèces dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle. Et ces 3 conditions se cumulent. Alors, nous imaginons que vous avez tous entendu parler de cet arrêt rendu par le Conseil d'État de manière retentissante sur un programme de logement social, l'arrêt donc Société Bâtigère Habitat. Nous avons illustré cet arrêt par une salamandre, puisque la question de l'espèce protégée dans ce dossier était une salamandre tachetée. Dans ce dossier Bâtigère Habitat, nous sommes en présence d'un projet à 100% social. Je le dis parce que c'est important dans la compréhension de ce litige. Était finalement en question devant le Conseil d'État la question qui est restée encore impensée, ou du moins non résolue, de savoir si un programme d'habitat pouvait, et en l'occurrence ici un programme d'habitat social, pouvait recouvrir la qualification de raison impérative d'intérêt public majeur. Question qui n'avait pas été tranchée, aussi étrange que cela puisse paraître à ce stade. Alors on avait des suppositions, on se disait peut-être que oui, peut-être que non. On avait quelques décisions qui n'étaient pas franchement favorables à la reconnaissance de cet intérêt public majeur du point de vue des praticiens. Et donc on a une surprise relativement intéressante dans cette décision de justice qui vient, à notre avis fort heureusement, dans la période actuelle, dire que le comblement d'un besoin en matière de logement, d'un déficit structurel en matière de logement, en l'occurrence social, dans une collectivité, peut, et l'analyse du juge de cassation ici est assez fine, justifier une raison impérative d'intérêt public majeur. Alors, il ne s'agit pas d'un contrôle comptable au jour le jour, mais d'une perspective longue dans laquelle se place le Conseil d'État pour analyser les données d'espèces et le déficit structurel de l'habitat dans la région concernée. Et donc avec un contrôle suffisamment précis, mais pas trop exigeant quand même, on peut découvrir ou reconnaître, plus exactement, une raison d'intérêt public majeur pour un projet de logement. Donc c'est un sacré acquis. Alors nous avons commenté, dès qu'il est sorti cet arrêt, avec une de mes collaboratrices, avec laquelle on travaille beaucoup sur ces questions, et nous avons baptisé notre article « Quand la montagne accouche d'une salamandre ». Parce que, certes,
le Conseil d'État reconnaît dans cette décision un intérêt public majeur, ce qui est une avancée pour les porteurs de projets. Mais, cela a été dit par le roi, il y a deux autres conditions dans la reconnaissance, plutôt dans la légalité de la délivrance d'une autorisation de déroger à la protection des espèces protégées, donc une DPEP, que sont l'absence de solutions alternatives satisfaisantes, donc le fait de vérifier finalement en matière immobilière s'il n'y a pas d'autre terrain qui aurait pu être plus pertinent pour accueillir le projet, et l'absence de nuisance au maintien de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. La Cour d'appel administrative qui avait jugé et dont l'arrêt a été cassé avait clairement dit, de manière surabondante, mais elle l'avait dit, que les deux autres conditions seraient très difficilement remplies. C'est là d'ailleurs un peu la difficulté, voire le truisme de la réglementation espèces protégées pour l'immobilier, puisque un opérateur immobilier, par définition, a souvent un foncier et n'en a pas trop à disposition pour choisir le meilleur du point de vue de la réglementation environnementale. C'est une des difficultés majeures au cours de laquelle nous n'avons pas fini d'écrire, il me semble, puisque maintenant que la raison d'intérêt public majeur a pu être reconnue dans un contexte bien particulier et qu'on a une clé de lecture pour ce point précis, il est une autre histoire, notamment sur la deuxième condition, qui est difficilement rationalisable, de trouver et de déterminer dans quelle mesure l'absence de solution alternative satisfaisante peut être satisfaite. Il est plus évident, à notre avis, de démontrer, mais ce n'est pas notre métier, c'est celui des écologues, que la conservation de l'espèce est plus ou moins respectée, ou moins atteinte en fonction de la nature du projet et des compensations qu'on y apporte. Donc, sous cet Épatygère Habitat, plein d'espoir, mais un espoir raisonnable, raisonné, puisque la DDEP n'est pas obtenue du seul fait de la reconnaissance d'un intérêt public majeur. Les autres conditions sont tout aussi importantes. Donc, ce n'est pas simple, loin de là. Et c'est la raison pour laquelle on vous encourage toujours à essayer de trouver des terrains dans lesquels vous n'êtes pas soumis à cette fameuse DDEP. Un autre exemple sur la raison impérative d'intérêt public majeur, peut-être, alors on change vraiment de projet, c'est un grand projet d'infrastructure qui est très médiatisé, hein, puisque c'est l'A 69. Et on a évoqué cette actualité en tout début de webinaire, puisque le Sénat débat aujourd'hui sur une loi de validation qui permettrait, en faisant reconnaître par la loi que ce projet revêt une raison impérative d'intérêt public majeur, bien qui permettrait une reprise finalement du chantier. En passant par-dessus donc un avis d'une juridiction, en sachant aussi que la Cour administrative d'appel de Toulouse est saisie d'une demande de sursis à exécution de décision du TA pour permettre de reprendre les travaux, puisqu'ils sont quand même suspendus depuis 2 mois. Depuis la décision de justice, les travaux sont suspendus. Fort heureusement, parce que ce serait difficile de penser autrement. Et donc, la loi se propose, c'est une pratique française très courante, notamment en matière financière et fiscale, de valider des incongruités législatives, enfin, pardon, de valider des illégalités ou des jugements, enfin, de s'opposer à des jugements, des décisions de justice par une loi qui vient contraindre les juges qui viennent en aval de ces lois. Et donc se sentent contraints par la loi. La difficulté ici présente, c'est que la législation des espèces protégées est une législation européenne, est une réglementation européenne, et que la loi, à notre sens, ne suffira pas devant un juge à permettre de passer en force dans la mesure où le texte européen est supérieur à la loi française et le juge pourrait décider, et c'est ce qu'il devrait faire logiquement, si les conditions sont toujours requises, pour écarter l'application de la loi de validation. Donc on a un doute sur cette technique de validation. Sur le fond, alors sans aller dans le décryptage de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse, Qui fait 40 pages. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le juge analyse la raison impérative d'intérêt public majeur sous l'angle économique d'un côté et sous l'angle de la sécurité publique de l'autre, certainement sur la base de nombreuses pièces qui ont dû être versées au débat. Mais en tout cas, on voit que le juge prend les sujets à la loupe, puisque sur l'angle économique, il va relever
que l'autoroute permet de conforter le développement économique du bassin Castres-Mazamet, mais non de procéder à son redressement. Donc on voit vraiment les différents degrés voilà, de la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur. Donc il considère que finalement les effets de ce projet sont somme toute assez relatifs à l'échelle du territoire. Et sous l'angle de la sécurité publique, eh bien, il va relever que même si l'autoroute permet un gain sécuritaire pour les usagers, eh bien, finalement, du côté de l'itinéraire de substitution de cette autoroute, il y aura un accroissement de la dangerosité. Et donc finalement, la balance des intérêts ne permet pas au juge de reconnaître une raison impérative d'intérêt public majeur. Ici, les autres conditions, elles ne sont même pas étudiées à ce stade, puisqu'il suffit finalement que cette condition ne soit pas remplie pour que la dérogation espèce protégée tombe. Et il y a bien des arrêts où le juge finalement ne regarde que cette condition sans étudier les autres conditions. Sur la deuxième condition et l'absence de solution alternative satisfaisante à la destruction des espèces donc pour la réalisation du projet, eh bien, le juge apprécie tout aussi sévèrement cette condition. Alors, on a pris deux exemples. Le premier, qui est à nouveau un exemple d'infrastructure, puisque c'est la ligne très haute tension France-Espagne. Et le deuxième exemple, vous verrez, ce sera un EHPAD avec d'autres équipements dédiés à la santé. Ici, en pratique, les porteurs de projet vont exclure des terrains qui présentent des périmètres protégés du point de vue de l'environnement. Par exemple, une zone Natura 2000, un parc naturel régional, des zones à risque naturel aléa fort, ou qui ne présenteraient pas les caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des projets. On peut penser à la surface d'un terrain par rapport à la nature d'un programme, on peut penser à la desserte par les réseaux ou également à la faisabilité du point de vue du droit de l'urbanisme. Les standards du juge administratif, ils sont plus élevés que ça, puisque le juge administratif et l'administration avant lui va exiger que le porteur de projet départage tous les sites en étude, donc ça c'est vraiment théorique, hein, que le porteur de projet départage tous les sites en étude en intégrant justement une analyse comparative sur la base de critères environnementaux pour justifier du niveau d'atteinte des espèces protégées que porterait le projet à chacun de ces sites. Donc ça signifie quand même un travail extrêmement important et coûteux à réaliser très en amont en phase de conception du projet, puisque cette réflexion parfois doit être présentée devant un juge parfois des mois, voire des années plus tard. Dans cet exemple-là de la ligne très haute tension, ce qui est intéressant, sans décrypter à nouveau tout le jugement, c'est de voir que le juge prend en considération les terrains que pourraient proposer les requérants. C'est-à-dire qu'on va être dans des situations où le maître d'ouvrage a étudié des terrains et a choisi, en l'occurrence, un tracé choisi par l'État, validé par RTE. Et ici, on a des requérants qui viennent dire « Ah, mais regardez, un autre tracé aurait pu être mis en œuvre. » Donc, c'est intéressant de voir ça, puisque sur certains projets, eh bien, le juge va considérer avec beaucoup de sérieux les suggestions, les alternatives qui sont proposées par les requérants qui, à l'inverse du maître d'ouvrage, n'auront pas forcément fait les études pour démontrer que les terrains de substitution que ces requérants envisagent présentent bien des caractéristiques qui seraient meilleures pour l'implantation du projet. Sur ce deuxième exemple, donc, qui était la création d'un EHPAD, mais pas que, mais aussi une résidence autonomie, des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des cabinets d'infirmiers libéraux et une crèche. Ici, il est intéressant de remarquer que le fait de se rapporter aux politiques d'aménagement qui sont retranscrites dans les documents d'urbanisme, qui étaient ici le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme, ne suffit pas pour démontrer l'absence de solution alternative satisfaisante, alors même qu'un terrain aurait particulièrement été fléché dans le cadre de la procédure d'évolution du document d'urbanisme pour ses caractéristiques, pour accueillir ce projet. Ce qui pose quand même des difficultés, puisque à la fois le projet doit respecter les orientations d'aménagement qui sont décidées par les acteurs publics, et à la fois des requérants peuvent venir dire « Ah, regardez, à 50 km, il y avait un terrain qui peut-être était mis ». On voit la difficulté quand même de cette législation. En l'occurrence, ce terrain faisait l'objet d'une détermination par la collectivité publique et puis avait fait donc l'objet fatalement, ne serait-ce que pour le PLU, mais également pour le SCOT, d'études environnementales déterminant sa pertinence. Alors évidemment, les études
faites à l'échelle des documents d'urbanisme ne sont pas aussi fines que celles qui sont réalisées dans le cadre des projets et donc de l'évitement ou du champ d'application, enfin de l'entrée dans le champ d'application de la DDP, mais c'est assez notable de voir que le juge nous dit très clairement qu'il aurait peut-être été plus judicieux de choisir un autre terrain. Bon, les collectivités comme les acteurs privés ont les mêmes contraintes sur la détention d'un foncier. Elles ne se décrètent pas, il faut être propriétaire du foncier et on ne peut pas choisir si ça. Enfin, en tout cas, ici, il y a une nouvelle illustration du choc entre la réglementation environnementale et la réglementation classique, encore pour à l'intérieur de ce classicisme, le droit de la propriété, le droit de l'urbanisme, qui est plutôt un droit qu'on applique à une parcelle donnée, sans prendre en considération les sujets environnementaux qui président donc à la réglementation du droit de l'environnement. Bref, ici, un vrai choc entre les deux logiques et les deux paradigmes qui s'entrechoquent et qui donnent ce genre de résultat. Ou un projet d'une telle intensité publique n'a pas été reconnu d'intérêt public majeur. Hélas. Alors, on va parler également de la troisième condition, qui est celle du maintien des espèces dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle. L'appréciation de cette condition, elle se fait en deux temps. C'est le Conseil d'État qui avait précisé ça dans une décision de décembre 2022. D'abord, elle se fait en déterminant l'état de conservation des populations et des espèces concernées. Et elle se fait ensuite en déterminant les impacts géographiques et démographiques que les dérogations, donc les destructions ou perturbations d'espèces, sont susceptibles de produire sur cet état de conservation. En d'autres termes, c'est une approche qui est proportionnée, puisque si l'espèce est très menacée, en voie d'extinction, les projets devront être conçus en tenant compte particulièrement des plans nationaux, des plans d'action nationaux qui sont relatifs à cette espèce, et vraiment intégrer pléthore de mesures pour arriver à démontrer qu'on maintient malgré tout l'espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, condition qui va être très difficile à démontrer en présence de certaines espèces. Au contraire, si on a des espèces qui ne sont pas du tout rares sur un territoire et avec un état de conservation très favorable, et dont on sait que ces espèces se reproduisent énormément et qu'elles ne vont pas être amenées à disparaître dans les prochaines années, eh bien on aura moins de difficultés pour viser le maintien de cette espèce. L'administration est très rigoureuse sur les mesures qui sont proposées, en particulier sur les mesures de compensation, notamment lorsqu'on vient porter atteinte à ces espèces. Le très bel oiseau que vous voyez sur cette slide est donc une cigogne noire qui fait couler beaucoup d'encre pour la filière éolienne en particulier. On a cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles. Ici, pour donner quelques éléments, on était en Indre-et-Loire et en fait, dans la région Centre-Val de Loire, l'espèce est en danger critique d'extinction. Ce qui est relevé par le juge, ce qui est certainement relevé également dans les écritures, c'est que l'espèce est de plus en plus rare. Il reste entre 60 et 80 couples nicheurs en France, donc, et sur la région concernée, eh bien, encore moins. Et en l'occurrence, finalement, le juge considère que les mesures qu'on va mettre en œuvre ne permettent pas de garantir le maintien de cette espèce, compte tenu de sa trajectoire d'activité, de sa trajectoire de vol. Et finalement, ici, la Cour est particulièrement sévère, compte tenu de l'état de conservation de cette espèce, et nous dit que dès lors que le risque n'est pas nul pour le maintien de cette espèce, eh bien, la dérogation espèce protégée ne pouvait pas être délivrée. Ici, les mesures de réduction et de suivi qui étaient associées allaient très loin, puisqu'on avait carrément associé la présence d'un écologue carrément presque tout le temps présent sur le site, justement pour observer ce qui se passait avec le vol des cigognes noires. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que malgré toute l'implication et l'investissement du développeur ici pour arriver à faire en sorte qu'il y ait un suivi effectif, le juge n'est pas convaincu par ce suivi et qui va même jusqu'à considérer comme presque excessif, trop compliqué à mettre en place, etc. Alors que finalement, après, c'est au maître d'ouvrage de décider le coût qu'il associe à ça. On le voit bien, ça me permet peut-être de répondre par ellipse à une des questions qui est posée sur la nouvelle donne réglementaire applicable au projet ENR. On a tous vu ces fameuses présomptions dont
non irréfragable d'ailleurs, de raisons impératives d'intérêt public majeur, très bien. Mais après, il y a deux autres conditions à satisfaire. Et ces deux autres conditions ont été un peu dans l'angle mort de la raison impérative d'intérêt public majeur, et elles sont tout aussi importantes et draconiennes. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'on a eu la raison impérative d'intérêt public majeur, ce n'est pas terminé, il faut aller encore plus loin dans la démonstration du respect des espèces ou de la moindre destruction des espèces possibles. C'est ça la logique de cette réglementation extrêmement draconienne. Donc pas de révolution sur le front de la DDP. Alors ici, c'est pas vraiment le meilleur pour la fin parce que c'est plutôt, plutôt même l'inverse. Bon, on peut pas parler de dérogation d'espèces protégées sans parler de cette actualité, même si, à notre sens, il faut la lire avec une grande prudence, puisqu'on n'a pas décrypté les jugements de la Chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier, qui ne sont pas disponibles pour le moment. Donc voilà, grande prudence sur cette première condamnation pénale qui a été prononcée à l'encontre d'un développeur et de ses filiales pour destruction d'espèces protégées. Ici, ce qu'on peut relever simplement, c'est que la condamnation elle est très lourde, que c'est un signal fort envoyé par le juge judiciaire pour la protection des espèces protégées. Condamnation très lourde financière pour la société et ses filiales, mais condamnation personnelle également à l'encontre de leurs anciens dirigeants, avec des amendes, des montants particulièrement élevés, mais aussi une peine de prison avec sursis et accessoirement la suspension du fonctionnement d'un parc de plusieurs dizaines d'éoliennes, donc avec des impacts pécuniaires considérables d'un point de vue de la perte de productible. Bon, pour le moment, voilà, c'est une analyse qui est prudente, mais c'est un signal fort qui est quand même envoyé par le juge. Les amendes extrêmement fortes, comme on voit pas fréquemment, 500 000 € d'amende. Pour chaque société, filiale, et sur les condamnations personnelles aussi, des dirigeants. Oui, la prison, avec sursis, mais voilà, ça reste dans le pays judiciaire. Ouais, c'est considérable. Alors, une loi récente aussi, qui est peut-être passée un petit peu inaperçue, en tout cas du point de vue de la réglementation des espèces protégées, c'est la loi du 24 mars 2025, loi d'orientation agricole, qui modifie le régime de responsabilité pénale relatif à la destruction d'espèces protégées. On a une légère modification de l'article L 415-3 du Code de l'environnement, qui nous indiquait initialement qui était puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, le fait de violer la réglementation espèces protégées en portant atteinte à la conservation d'espèces ou d'habitats par la destruction et la perturbation d'espèces. Et le texte est modifié en nous disant que ce qui est puni, c'est le fait de porter cette atteinte, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave. Alors, on verra ce que le juge nous réserve en ce qui concerne l'interprétation de ces termes, de manière intentionnelle ou par négligence grave, sachant qu'il y a toujours une appréciation qui sera à faire en perspective de la jurisprudence européenne, puisque la Cour de justice de l'Union européenne aujourd'hui nous dit que pour que la condition relative au caractère intentionnel soit remplie, il doit être établi que l'auteur de l'acte soit a voulu la destruction et la perturbation de l'espèce, ce qui est quand même assez rare pour les projets, ou à tout le moins à accepter la possibilité d'une telle destruction. Et c'est là où il y aura forcément une analyse qui va être un peu subjective qui va être mise en place, puisque sur certains projets, lorsqu'on a des échanges avec l'ADREAL qui sollicitent que le porteur de projet dépose une dérogation espèce protégée, il va malgré tout, le juge pourrait considérer que le porteur de projet ne pouvait pas ignorer la possibilité d'une destruction. Donc, on verra ce que l'avenir réserve à cette nouvelle rédaction du Code de l'environnement, mais en tous les cas, on a quand même cette modification, puisqu'il y a quand même des projets où il y a, la majorité des projets, il n'y a aucune volonté, finalement, aucune intention de venir détruire une espèce ou un habitat. Et d'ailleurs, il y a des projets qui ne font pas l'objet de dérogation espèces protégées, dont le chantier démarre et dont on voit que, voilà, on voit quand même des pratiques où il peut y avoir des associations qui viennent constater des choses, mais
avec un système de preuve parfois contestable. Donc voilà, tous ces éléments-là doivent être évidemment analysés avec beaucoup de prudence et au cas par cas sur chaque projet. Compte tenu des sanctions dont on vient de parler, oui, la prudence est de mise et concerne évidemment les salariés des structures comme leurs mandataires sociaux. On a fini pour notre déroulé qui durait à peu près 45 minutes. On a du temps pour des questions et on en a vu quelques-unes, dont la dernière que j'aimerais bien traiter, mais on en a d'autres, on montrera sur les exemples aussi pour les copropriétés. Il est posé la question suivante. Pour savoir si on est soumis à une DDEP, faut-il faire une étude de façon systématique, même pour de petits terrains, 1000 ou 2000 m², avant de déposer un PC? Alors, c'est ce qu'on recommande au cabinet, à nos clients. On leur dit en somme, ne perdez pas de temps sur un terrain avec trop d'enjeux. Faites une étude de levée de doute. Donc, ça enrichit considérablement nos amis les bureaux d'études environnement, et en même temps, je pense que vous le constatez également, ils sont tous complètement débordés ces derniers temps, depuis justement l'enflement de cette réglementation, entre autres, parce que le sujet des études d'impact est tout à fait dans la même trajectoire ascendante, et donc ces bureaux d'études sont tout à fait submergés de travail. Donc oui, il faut faire une étude de levée de doute qui permet, sur la base d'abord des atlas d'espèces et de différents enjeux environnementaux, d'avoir un premier avis sur le terrain, et avec un passage sur le terrain, d'avoir déjà un premier avis pour dire et discriminer les terrains. C'était la première question. Et deuxième question qui est juste en dessous, mais je ne sais pas si c'est la même personne qui demande. Si je comprends bien, il suffit de déposer une grenouille un peu rare sur un terrain et d'indiquer qu'il faut chercher un autre terrain pour bloquer le projet. C'est la nouvelle alternative au recours sur PC qui semble même plus efficace. Alors, oui et non. Si vous prenez une grenouille et que vous l'achetez sur un terrain, ce sera très bizarre et son milieu naturel ne sera pas forcément pertinent, et donc on pourra vite détecter et prouver que ce n'est pas un terrain naturel et que c'est une preuve rapportée. Mais il faudra quand même apporter la démonstration de. Sur la deuxième question, qui est celle de savoir si c'est une alternative au recours contre les PC, absolument. Et c'est d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour Batigère, pour ne pas paralyser tout le monde, mais dans l'arrêt Batigère, rendu par le Conseil d'État, et c'est tranché d'ailleurs par le Conseil d'État, la question est posée de savoir si l'association constituée de toutes pièces juste avant le litige pour défendre la salamandre, et en l'occurrence à bon droit puisque une salamandre est bien présente sur le terrain, a un intérêt pour agir, pour attaquer la DDEP. Eh bien oui, et parce qu'il n'existe aucun texte qui vient restreindre l'intérêt pour agir d'une association comme c'est le cas en matière d'urbanisme, et on n'est pas dans le code de l'urbanisme, on est dans le code de l'environnement avec donc une réglementation complètement autonome et des règles de recevabilité qui sont propres à l'urbanisme et qui ne s'appliquent pas évidemment en matière environnementale. Donc les réflexes qu'on a accumulés ces dernières années permettant de rationaliser de manière assez drastique le contentieux fait au permis de construire sont à oublier à ce stade, et on doit reprendre les réflexes que l'on avait il y a, je dirais, une dizaine d'années, lorsque l'intérêt pour agir était accepté de manière très large contre les permis de construire. Alors ici, ce n'est pas le permis de construire qui est visé, c'est l'absence ou la DDEP délivrée. C'est un contentieux qui se forme différemment. Hein. L'association constituée potentiellement récemment attaque devant le préfet, enfin demande au préfet de soumettre le projet à DDEP s'il n'y a pas été soumis, et attaquera éventuellement le refus du préfet de faire droit à cette demande, ou si la DDEP a été délivrée, l'association la même conteste cette DDEP. Et donc on entre dans un contentieux où on a vu le juge rentre de manière assez approfondie dans l'examen des trois conditions de la DDEP si c'est le cas, ou si on est hors des DDEP, dans les conditions d'effectivité. Donc oui, c'est un signal d'alerte important, compte tenu tant des sanctions que de la relative souplesse du régime pour attaquer des DDEP avec les bonnes personnes, parce que ça ne peut pas être le voisin qui attaque la DDEP si facilement que cela. Il faut pouvoir attester quand même, en tant que personne requérante,
que vous défendez cet intérêt de la protection environnementale. Ce qui n'est pas évident pour le voisin direct, qui poursuit plutôt l'intérêt du voisinage. Donc, tout le monde ne peut pas être requérant contre une DDEP, il faut quand même se revendiquer d'un intérêt légitime. Et les associations sont là pour cela, en général. Mais bon, on ne pourrait pas exclure que quelqu'un qui est un voisin d'une opération, mais qui est engagé par ailleurs dans des associations, pourrait attaquer un projet de cette manière-là. En tout cas, on n'a pas encore assez de références jurisprudentielles pour en juger, mais voilà, c'est un point important à avoir en tête. La question suivante, je crois, est dans la lignée de ce qu'on dit. N'importe quel projet peut-il être attaqué même en cours de construction? Par ce biais, oui. Particulièrement. En fait, si vous avez un permis de purger et que vous avez commencé votre chantier, mais que vous n'avez fait aucune étude environnementale et que vous vous lancez dans votre chantier et que quelqu'un vient vous attaquer en disant mais où sont les études environnementales? Ça nous est déjà arrivé d'ailleurs. On a des projets qui ont été paralysés pendant 1 an. Fort heureusement, dans ce dossier, nous avons pu démontrer que tout avait été bien fait en amont, qu'on avait fait justement cette étude de levée de doute et que le travail avait été fait de manière intelligente pour éviter les espaces boisés du projet, du terrain, etc. On a pu se justifier et au bout d'1 an seulement, on a pu reprendre les travaux. Donc oui, ça peut arriver. Et donc, en fait, on a vraiment changé de paradigme et à chaque fois qu'on évite de constituer un dossier de justification de la validité des choix que vous avez opérés, et donc vous prenez un risque d'être interrompu en cours de chantier parce que vous n'avez pas fait ce travail en amont. C'est une réalité tout à fait sensible. Et malheureusement, pour ceux qui imaginent brider tout cela avec des textes du même acabit que ceux qui existent en urbanisme pour brider l'intérêt pour agir, rationaliser le contentieux, ce sera délicat puisque les textes européens, qui sont supérieurs au droit national, comme on l'a dit, demande vraiment à ce que l'on fasse, qu'on opère ce contrôle et qu'on présente l'effectivité des mesures qui permettent d'éviter de détruire les espèces protégées. On ne l'a pas dit en introduction, mais on peut le dire en conclusion. Les espèces protégées, c'est un sujet extrêmement sensible auquel nous devons tous adhérer parce que la disparition massive des espèces est un phénomène hautement dangereux pour la survie de toute espèce sur notre monde constitué. Alors voilà, en disant cela, on ne fait que parler de nos principes constitutionnels, puisqu'on est dans un état de droit et dans lequel le développement durable fait partie des objectifs constitutionnels. Et à travers ces objectifs constitutionnels, on doit toujours, en développant le territoire, ménager pour les générations futures un monde soutenable. Je le dis de manière extrêmement brève et vous m'excusez si le propos est un peu rapide. Et donc, oui, en effet, chaque opération peut être concernée si, en amont, on n'a pas pris les dispositions nécessaires pour démontrer à un moment voulu, en cas d'interrogation de l'ADREAL, en cas d'interrogation d'un voisin, d'une association, du préfet, qu'on a tout fait dans les règles de l'art en matière de protection des espèces. On avait une question tout à l'heure. Oui, j'avais. Oui, Bref, la galère. Il y a pas mal. Peut-être celle-ci, en cas d'obtention d'une dérogation espèce protégée pour plusieurs espèces, quelle est la procédure à suivre s'il apparaît sur le site du projet une espèce non référencée dans la dérogation espèce protégée? Faut-il une nouvelle dérogation espèce protégée, importée à connaissance ou une modification de l'arrêté? Eh bien oui. Puisque la demande de dérogation espèce protégée est faite pour chacune des espèces végétales, animales, habitat concernées, que les mesures qui sont associées à ce dossier le sont pour chacune des espèces, qui vont requérir finalement des mesures différentes. Et effectivement, troisième chose, c'est qu'en fonction des espèces, la procédure va être différente, puisque pour certaines espèces qui sont listées au sein d'arrêtés, particulier, ce sera le CNPN, Conseil national pour la protection de la nature, qui sera saisi du dossier de demande de dérogation espèces protégées, et non pas les conseils scientifiques régionaux qui sont désormais saisis de manière générale pour les dossiers de dérogation espèces protégées. Donc, si on oublie une espèce qui était une espèce qui relevait du CNPN, eh bien finalement, il faut régulariser ce point, sans quoi la dérogation n'est pas légale. En tout cas, ne concerne pas l'ensemble des espèces concernées, et donc le
le chantier est toujours suspendu, si on peut dire aussi totalement. Je crois qu'il faut absolument répondre à la question sur les copropriétés, parce qu'on Oui. on a des retours d'expérience. Oui. Alors, il y a une question qui est la suivante. Ce serait en effet intéressant d'avoir des exemples de mesures de suivi qui ont été considérées comme suffisantes, notamment dans le cadre de la mise en place à terme d'une copropriété à usage d'habitation. Alors, justement, ce sont des exemples épars, c'est donc pas forcément systématisé par un juge, mais il n'est pas considéré comme une garantie suffisante la mise en place d'une copropriété. Parce que, comme vous le savez tous, la démocratie qu'est la copropriété peut décider d'inverser des mesures qui avaient été mises en place par le promoteur. Donc, ce n'est pas une méthode reconnue que d'inscrire dans un règlement de copropriété que l'on va, par exemple, sanctuariser un espace au fond du terrain pour protéger telle espèce. Ou alors qu'on va payer pendant X temps tel prestataire pour être certain qu'on ne dégrade pas l'habitat de telle espèce, ou que l'on protège ses plantes, etc. En effet, tous ceux qui sont dans une copropriété savent à quel point la chasse aux dépenses peut vite reprendre le dessus, et l'administration de la protection de l'environnement est très sensible à cette thématique, en sachant bien que ces garanties juridiques, certes, mises dans des règlements de copropriété, ne sont pas extrêmement opérationnelles, et puis on a tendance à les oublier et à passer à la vraie vie, à la vie économique dans laquelle chacun des copropriétaires se trouve et peut, sans le vouloir, sans intention, mettre à mal les mesures qui avaient été décidées initialement pour gérer la thématique des espèces protégées au mieux dans le temps de l'exploitation du projet. On a beaucoup parlé ici de l'effectivité des mesures. Cette effectivité des mesures doit être évidemment en place pendant le chantier. C'est la pure responsabilité de l'auteur de l'acte de construire, qui gère un chantier et donc la protection des espèces. Mais à la suite de cette construction, la vie du projet, l'usage du projet, l'exploitation de l'actif immobilier doit aussi respecter dans le temps long la thématique. Et c'est là en fait que la garantie de la copropriété n'est pas suffisante, n'est pas jugée en tout cas suffisante à ce stade par les services. On n'a pas de décision de justice qui le dit. C'est la raison pour laquelle on dit à nos clients de matérialiser finalement les mesures qui sont potentiellement comprises dans un règlement de copropriété, ou lorsque ce sont des bailleurs sociaux, on leur demande de se distinguer des promoteurs privés qui font des copropriétés pour bien insister sur la pérennité de leur présence sur l'opération et l'actif, puisque c'est le bailleur social qui gère son actif. Ça, c'est une première chose. Et après, pour objectiver, ou plutôt pour rendre perceptible par tout un chacun les mesures d'évitement, on a tendance à dire à nos clients de mettre des panneaux dans les jardins des copropriétés pour dire que l'éclairage est éteint la nuit pour préserver les chauves-souris et leur aire de chasse, d'expliquer pourquoi aux grands et aux petits, etc., etc. En fait, ce sont des mesures qui peuvent avoir l'air comme ça gadget, mais pas du tout, puisque finalement, on va tous, nous, juristes, vouer un culte au règlement de copropriété, qui est un document juridique extrêmement précis, etc., mais que personne ne regarde, sauf une fois par an quand on en a besoin, alors que le panneau qui est sur le terrain et qu'on peut voir tous les jours, lui, a potentiellement un effet bien plus efficient pour les gens qui habitent le lieu et qui comprennent mieux les mesures du coup, de baisse de l'éclairage la nuit, qui peuvent d'ailleurs poser des problèmes de sécurité des personnes qui veulent emprunter les liaisons douces la nuit et qui s'en vont empêcher, étant précisé que les DREAL nous posent ce genre de questions. Que va-t-il se passer quand vous allez remettre la lumière pour des raisons de sécurité? Vous voyez bien que le contrôle est approfondi et que cette question des copropriétés est une vraie question opérationnelle à laquelle on n'a pas de réponse définitive aujourd'hui, mais on a bien une réticence de l'administration à reconnaître ce moyen comme un moyen suffisant et qu'il faudra donc accompagner d'autres mesures. Et il nous reste quelques questions. Il y en a auxquelles on a répondu, notamment la nouvelle rédaction issue de la loi DADU. Et on est au bout du temps, mais ça va le faire. Il reste une minute. Et la nouvelle donne réglementaire applicable au projet énergie renouvelable, la loi DADU, effectivement, qui a codifié cette condition relative au suivi.
Existe-t-il une liste limitative des espèces dites protégées? Oui. On a les listes des espèces protégées dans les annexes des directives européennes, directive oiseaux, directive habitat. On a les arrêtés ministériels en France qui viennent lister toutes ces espèces. Justement, j'aimerais faire une remarque sur ce point précis. J'ai un cas de dossier dans lequel on est exposé à la législation espèces protégées pour une espèce qui est finalement en effet protégée, mais qui est extrêmement commune dans la région considérée. Et donc, et d'ailleurs, les écologues nous disent tous, oui, elle est dans le classement, mais elle ne devrait pas y être parce qu'on en a partout. On a l'impression d'entendre que c'est une espèce invasive. Et donc, il est, à mon avis, d'utilité publique, ou en tout cas d'utilité privée, que les acteurs de la filière du logement, les acteurs de la filière des ENR, les acteurs qui portent des projets, pour le dire plus largement, les aménageurs, etc., soient très au fait de ces listes et justement en tiennent, où on demande le nettoyage régulier des listes lorsque les besoins ne se font plus sentir. Donc ça, c'est un point extrêmement important, parce que être soumis dans un dossier à la législation d'espèces protégées pour une espèce qui est très commune, mais bon, la DREAL ne va pas le dire, elle ne va pas sortir de son cadre pour autant, et finalement se retrouver à avoir des mesures de compensation extrêmement lourdes, alors qu'il n'y a pas d'autres enjeux qu'une espèce très commune, ça peut être très délicat. C'est un cas que je vis dans un dossier en ce moment même, et c'est très délicat, même si régulièrement et juridiquement, on ne peut rien dire d'autre que souligner cette incongruité. L'espèce est bien dans la liste limitative et on est obligé de subir ce classement, alors même que tout le monde nous dit, c'est pas moi qui le dis, évidemment, je ne suis pas spécialiste, que cette espèce est commune, est devenue commune. Donc on voit bien l'intérêt, en effet, d'être finalement des experts de la chose et de demander à ce que les listes soient mises à jour au fur et à mesure du temps. Donc c'est une bonne question. Bon, il est 11h02. On a pris une question du diag d'archéopréventive, mais effectivement, c'est une réalité. Juste rapidement, quid d'un diag d'archéologie préventive au-delà des emprises bâties déclarées? L'INRAP ne veut rien justifier auprès de la DREAL. C'est une réalité. Il faut savoir que ces arrêtés portant diagnostic d'archéologie préventive peuvent être contestés. On a des dossiers comme ça au cabinet où on se rend compte effectivement les emprises vont bien au-delà. L'emprise du diagnostic va bien au-delà de l'implantation d'un projet et pose des questions aussi en termes de conciliation des sols, des milieux, puisque les pratiques de ces prescriptions archéologiques ne sont pas forcément très respectueuses de la biodiversité. Et là, vous avez un exemple de deux administrations qui ne se parlent pas et qui n'ont pas les mêmes finalités. Voilà. C'est un exemple que vous connaissez déjà par ailleurs, mais ici, très topique et très délicat à gérer. Donc il faut demander souvent, c'est la bonne solution, au secrétaire général de préfecture de réunir les services en votre présence pour trouver un arbitrage. En phase opérationnelle. Écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. On a eu énormément de questions sur ce webinaire, preuve qui répond à l'actualité brûlante et à une demande des lecteurs. Merci beaucoup pour votre présentation très pédagogique et pratico-pratique. Nous nous retrouvons prochainement pour un prochain webinaire d'opération immobilière sur le thème de l'actualité du droit de la construction, donc l'actualité jurisprudentielle, qui aura lieu au mois de juin. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.